2. Les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, ont la grande responsabilité de prendre soin d'un patrimoine qu'on leur a légué, qu'on leur a confié. Leur rôle est donc primordial dans la construction de cette forêt de demain et les défis qui les attendent bien de taille, en tout cas, si ils veulent transmettre aux générations futures un héritage sain, préservé. Alors, pour parler de cette question de la perception des propriétaires forestiers par rapport à tous ces changements auxquels nous faisons face, eh bien, nous accueillons aujourd'hui Maxime Léonet. Vous êtes, bonjour, vous êtes bourgmestre de la commune de Daverdis. Alors, vous êtes depuis toujours dans cette commune-là. Vous êtes arrivé là, vous aviez 1 an et demi, je pense. Oui. Voilà, et donc vous êtes aujourd'hui le bourgmestre de cette magnifique commune. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour représenter effectivement les propriétaires publics. Puisqu'en tant que bourgmestre, vous êtes un petit peu à la croisée de tous les enjeux qu'on peut rencontrer dans une forêt aujourd'hui. Donc on est heureux de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Et puis à côté de vous, il y a Philippe de Wouters, que tout le monde connaît bien évidemment, puisque vous êtes directeur de la Société Royale Forestière de Belgique, ingénieur agronome option eau et forêt. Alors vous avez une connaissance complète du secteur. On peut dire que voilà, vous balayez tous les aspects administratifs, gestion, le terrain, les usages, les associations, les acteurs, etc. Vous n'êtes pas tombé là-dedans par hasard, puisque votre grand-père était agriculteur. Vous avez appris tout petit à planter des arbres avec votre papa. Il vous a d'ailleurs permis de constituer un groupement forestier familial, donc semi-familial, même vous me disiez. Donc voilà, deux beaux parcours. Maxime, vous aussi, vous avez un lien affectif à la forêt, au-delà de vos fonctions de bourgmestre qui vous amènent régulièrement au cœur des bois. Vous avez aussi un attrait pour la forêt qui est aussi ressourçante pour vous. Vous faites du trail, je pense, vous m'aviez dit. Oui, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être là. Je vais commencer par une petite question à Maxime Léonet pour avoir ce point de vue du propriétaire public. Donc aujourd'hui, en tant que bourgmestre, quelle est votre perception, votre vision de la forêt en évolution ? Ça, c'est évidemment une question très vaste. Donc, en fait, il est clair que la forêt évolue et doit évoluer. Donc, on connaît tous les changements climatiques. Donc, il faut travailler avec la nature et pas contre. C'est assez bateau, mais en fait, on doit avancer en fonction des circonstances et des connaissances qu'on a. Donc, en tant que propriétaire, on doit surtout travailler, continuer à entretenir, à planter et à replanter, parce qu'il faut être clair, nous on vit sur les ressources forestières, donc sur les acquis de nos prédécesseurs. Et pour ça, on a besoin de conseils, parce que qu'est-ce qu'il faut replanter? On en a déjà parlé avant. La forêt, elle évolue plus lentement que nous, mais les changements sont quand même rapides. Et il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre. Il faudrait trouver la martingale, quoi. Mais justement, vous parlez d'équilibre. Quand on est effectivement responsable d'une commune et qu'on doit répondre aux attentes financières, on doit répondre aux attentes touristiques, on doit effectivement pouvoir vendre son bois, on doit faire attention à la biodiversité. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre? On doit jouer le modérateur, finalement. Oui, tout à fait. Donc, il y a une multiplicité d'acteurs et d'intervenants. Il est clair que la fonction de production est très importante, car il faut aussi alimenter la filière et les entreprises. Donc, après, sur le terrain, on l'a vu, on en parlait précédemment de pandémie, il y a de plus en plus de gens qui passent en forêt. Donc, régulièrement, on est amené à intervenir, je ne vais pas dire dans des conflits, mais dans des situations, des organisations de calendrier, d'événements, des gens qui, parfois par ignorance du code forestier, font des petites erreurs. Et donc, oui, on fait parfois le tampon ou le modérateur entre les différents intervenants et on cherche à trouver des solutions. Et en général, avec une bonne discussion, on avance bien. Alors, la commune, évidemment, une grande productrice de bois. Et donc, elle peut jouer un rôle important dans la transition de nos forêts pour aller vers des forêts plus résistantes, plus multifonctionnelles, plus durables, etc. Comment vous envisagez cette responsabilité du propriétaire public par rapport justement à tous ces enjeux? Déjà, il faut peut-être situer notre commune. Donc, en fait, on a en compte propre plus ou moins 3000 hectares de forêt, donc 2 tiers de feuillus, 1 tiers de résineux. Donc, comme je dis toujours, il y a 2 filières différentes, puisqu'en résineux, on travaille beaucoup plus par mise à blanc. Donc, après, quand cette étape-là est faite 3-4 années après, il faut replanter. Et c'est là, maintenant, on ne peut plus travailler comme par le passé avec des monocultures. Maintenant, il faut quand même assurer une production et du bois pour l'entreprise, pour l'industrie, pour l'avenir.
Donc c'est là, à ce moment-là, qu'il faut mélanger des essences, soit par différentes bandes de plantation, soit en faisant des élites ou je veux dire, en Douglas, par exemple, avec des épicéas autour, en bourringe ou des choses pareilles. Et donc là, annuellement, on a des réunions en présentant les futurs états d'assiette et les devis forestiers au cantonnement, et mensuellement avec les agents, chaque fois pour faire le point sur le terrain. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre pour une commune ? Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on doit faire. Déjà, il y a beaucoup d'avis divergents. C'est quand même des gros investissements. On réinvestit beaucoup en plantation et en travaux. Et bon, on est aussi, je ne vais pas dire limité, mais on doit respecter le fichier écologique des essences où il n'y a pas nécessairement beaucoup de possibilités. Et d'un autre côté, on dit attention, ça va se transformer. Et comme les interlocuteurs précédents disaient, mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va être utilisé, qu'est-ce qui va se passer, on ne sera plus là. Donc c'est un petit peu point d'interrogation. Oui, c'est ça. Et donc vous allez chercher la ressource, le conseil, ou ça, parce que vous avez parfois besoin notre premier interlocuteur est clairement donc le DNF, le cantonnement, les agents autour, par personne interposée dans des réunions. On écoute des propositions. Ici, on a Philippe à côté qui, dans le cadre de différents projets, on a mis des parcelles à disposition pour des arboretums. C'est un peu des laboratoires pour le futur, mais ça, je suppose qu'il en parlera après. Donc on essaye à notre niveau de participer à plein, je vais dire, de petites démarches scientifiques pour essayer de définir au mieux, sachant que on passe un peu entre les gouttes. Il n'y a pas de vérité pour le moment. Donc la commune devient un partenaire, quelque part, en mettant ces terrains à disposition pour faire avancer la recherche, pour tester des nouvelles formules. C'est un peu ça. Oui, c'est très important de faire des partenariats, parce que tout seul, de toute façon, on ne saurait pas. Merci. Philippe de Wouters, vous avez envie de réagir par rapport aux éléments que vient de partager Maxime Lyonnais ? Oui, ce que je vais faire, c'est déjà présenter une des très grandes différences entre mon ami Maxime et la forêt privée, enfin la forêt publique, la forêt privée, c'est le nombre de propriétaires. Autant les propriétaires publics, ils sont un peu moins de 1000 pour la moitié de la forêt en Wallonie, alors que les propriétaires privés, c'est 100 000 propriétaires et c'est des familles. Et donc, la taille moyenne de la propriété, ce sont vraiment de petites parcelles, des parcelles familiales, souvent transmises de génération en génération. Mais ça n'empêche qu'on relève les mêmes défis que la forêt publique, que ce que Maxime a exprimé. Et c'est une différence qui fait que chaque propriétaire, là où il est, au moment où il est, mais il a ses objectifs, ses interrogations, ses incertitudes qui ont déjà été présentées. Et son histoire aussi, parce que vous disiez aussi que voilà, on reçoit la forêt en héritage, et donc on se sent investi aussi d'une mission quelque part, et voilà, il faut pouvoir être à la hauteur. Oui, on hérite ou bien on achète à un moment donné une forêt qui a une histoire. Et donc, on parle beaucoup des perturbations de ces 3-4 dernières années, mais pour la forêt, les deux grandes guerres, les tempêtes, c'est hier en fait. Et donc, nos anciens ont reconstitué la forêt sur base de ce qu'ils avaient comme vécu et comme perception de ce qu'ils allaient faire de la forêt, avec probablement aussi les mêmes questions que nous avons aujourd'hui. Et quand on reçoit cette forêt, en fait, on est dans cette temporalité de la vie de la forêt, on est un moment propriétaire. Et on se dit, mais tout à coup, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette forêt ? Je la reçois, je la prends en charge. Et donc, c'est là que commence toute cette notion de questionnement, de partage avec d'autres propriétaires, avec d'autres experts ou même non-experts, mais amoureux de la forêt, pour se dire, ce patrimoine, je l'ai à un moment dans le temps, et comment est-ce que je vais le transmettre pour les suivants, qui peuvent être les enfants ou quelqu'un d'autre qui rachète la propriété. Bon, je vous posais la question en préparant cet entretien, de quelle est la perception des propriétaires privés de cette forêt en évolution. On m'avait dit, il y a autant de perceptions que de propriétaires, donc c'est difficile de s'exprimer pour tout le monde. Néanmoins, vous avez quand même parlé de cette question de la responsabilité et puis de cette question aussi du lien fort que chaque propriétaire a avec sa forêt. Et vous aviez mentionné un sondage que je trouve assez intéressant sur qu'est-ce qui intéresse le plus le propriétaire dans sa forêt, finalement. Qu'est-ce qui l'anime le plus dans le fait d'être propriétaire d'une forêt ? Oui, donc avec 25 ans de carrière, de rencontres de milliers de propriétaires, on a des perceptions de leur vision, de leurs attentes, de leurs questions.
Et par ailleurs, de fait, la France a voulu organiser une grande enquête et je pense que de ce qu'elle ressort et ce que je connais des propriétaires, de les avoir rencontrés et de la grande diversité des propriétaires, comme ce sont des latins comme les Français, comme nous sommes latins comme les Français, ben, ça se rejoint. Et donc cette enquête montrait vraiment qu'est-ce qui intéresse le plus le propriétaire. Mais ce n'est pas la production de bois qui vient en premier, c'est réellement cet attachement à cet espace de nature. Et cet attachement va faire en sorte qu'il va en prendre la responsabilité et devra en fait aussi en subir la gestion, les entretiens, les dégâts, les taxes à payer. Mais d'autre part, il y a ces grands attachements avec ce souhait de le transmettre. De le transmettre du mieux possible, voire améliorer, mais il doit gérer tout ce qui se passe pendant cet espace-temps. Et le deuxième paramètre, on s'est dit, bah oui, ça va être quand même la production de bois quand même. Mais non, ce n'est pas encore la production de bois. Ce qui vient encore au-dessus, c'est la passion. Et cette passion, elle est vraiment le moteur du propriétaire qui va aller chercher chez d'autres propriétaires publics, privés. Ils vont se rencontrer, on va développer, on va animer cela pour vraiment aller chercher ce que font les autres pour se dire « Ah oui, ça c'est un chemin que je pourrais tenter. Ah ça il a raté, je vais tenter de le faire. » Et puis après, de fait, vient la production au même niveau que la biodiversité puisqu'il y a un attachement à ce patrimoine, donc toute cette nature que l'on peut observer. Et la production, elle sert à quoi en fait ? In fine, c'est assurer l'équilibre financier du patrimoine du propriétaire privé. C'est pas pour, je vais dire, c'est un revenu qui est nécessaire. C'est le seul d'ailleurs principal qui sert à entretenir sa forêt et surtout la transmettre, améliorer, enfin il espère, améliorer aux générations futures. Mais donc cette question à la fois de l'attachement fort, donc de cette responsabilité que vous évoquez et ce lien fort à ce patrimoine, finalement, ça peut être un levier comme un frein. Parce qu'on m'a transmis quelque chose, je voudrais continuer comme mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont fait, ne pas les décevoir quelque part. Et puis, on a toujours fait comme ça, on a appris ça comme ça. Et en même temps, c'est un formidable levier. Parce que, voilà, je suis propriétaire d'une forêt, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire ? Effectivement, le monde change, comment je peux m'adapter, comment je peux réorganiser, la gérer autrement. Donc, ça peut être effectivement à la fois frein et levier. Cette posture du propriétaire privé. C'est ça qui est passionnant dans la rencontre avec les propriétaires, c'est ben oui, mes parents ont fait comme ça. Et puis je leur dis souvent, mais aussi c'est votre forêt aujourd'hui, au temps présent. Donc on a parlé du futur et du passé. Ici, on plante au temps présent, tout en sachant que ça a un impact sur le futur. Et donc, c'est vraiment se dire à un moment, dans cette temporalité, c'est dire je vais suivre ce qui a fonctionné, mais je vais aussi changer, et c'est prendre en main sa forêt par les rencontres avec d'autres, et de se dire je vais transformer, je vais amener des éléments nouveaux puisque les besoins sont aujourd'hui différents, les attentes même du propriétaire par rapport à la génération précédente sont différents et c'est réellement son investissement qui va aller dans ce sens-là. Maxime Léonet, par rapport à ce que vient d'évoquer Philippe de Wouter, cette question aussi de la gestion d'un bien commun, parce que le bois public c'est ça, je gère un bien commun. La commune peut avoir un rôle vraiment très important dans le soutien au déploiement d'une filière qui s'adapte aussi. Comment soutenir cette filière en adaptation, enfin en réorganisation, en recherche de sens quelque part. Comment aussi participer à cet enjeu majeur de protection de la biodiversité. Comment faire de cette forêt une vraie forêt multifonctionnelle. Donc la commune a vraiment j'aime bien ce thème responsabilité parce que en tant que gestionnaire d'un bien commun, effectivement, elle peut agir sur différents niveaux. Est-ce qu'à Daverdy, c'est ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans l'explication de Philippe, c'est quand il parle d'échange. Parce qu'en fait, c'est des discussions sur des bonnes pratiques. Donc, on en parlait avant. Il ne faut pas faire vraiment des formations. D'ailleurs, on ne sait pas dans quelle direction aller. Mais c'est par échange d'expérience. Donc, on communique avec les gens, on voit, on avance. Et alors, pareil, en ayant des contacts avec les entreprises, par exemple, du secteur, on se rend compte qu'il y a des bois qui ont différentes destinations, mais qu'on a aussi des outils à maintenir sur notre territoire parce que nos bois doivent être valorisés. Parce qu'il y a aussi une question budgétaire sur les communes. Mais encore récemment, mardi, on avait une vente de gré à gré. Donc c'est un volume limité de nos bois, donc là c'est en feuillu principalement des chênes, qu'on met en circuit court pour des scieurs locaux. Mais bien sûr, il y a d'autres bois qui sont vendus en octobre pour des autres entreprises. Il faut alimenter
tous les secteurs. Après, on a une responsabilité aussi vis-à-vis d'autres utilisateurs. Donc ici, on ne parle pas que de production, mais la fonction, je veux dire, loisir ou récréative. Parce que là, c'est un peu la différence entre les propriétaires privés et publics, où je comprends, surtout avec la pandémie, de plus en plus de gens qui viennent en forêt, certains se sentaient un petit peu envahis dans leur propriété, alors que nous, comparativement à des grandes villes qui ont des magnifiques bâtiments architecturaux, on n'a pas. Mais vraiment, nos richesses, c'est nos forêts. Donc après, bien sûr, il faut que ce soit utilisé de manière raisonnée. Il y a des règles à respecter, il faut de l'encadrement, mais il y a un certain nombre d'activités à faire. Il faut faire un planning intelligent. Et après, donc, tout le monde doit pouvoir en profiter, à commencer par nos habitants. L'exemple de notre commune, on a encore l'affouage, donc les gens vont chercher du bois dans les forêts. On a bien sûr les exploitants, donc les utilisateurs historiques, donc les chasseurs, mais aussi les gens qui se promènent. On a l'activité touristique qui est importante dans notre région. On a beaucoup de seconds résidents, des gîteurs qui viennent se promener, qui ne connaissent pas toujours les règles. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement et d'encadrement. Et le rôle de la formation aussi, qui est vraiment très important, se former à ces nouvelles démarches, ces nouvelles formes de gestion, ces nouvelles techniques, ces nouveaux outils. La représentante de la Commission européenne le mentionnait tout à l'heure, le volet formatif a aussi toute son importance, j'imagine, dans les deux camps. Philippe Dewouters ? Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure à Maxime. Le mot formation a une connotation formatée. Ah oui. Et donc, on préfère utiliser le mot échange, le mot information, de bonnes pratiques, même si, de fait, dans nos papiers, on va dire, on parle de formation ou de programme de formation, on est vraiment dans l'échange. Et c'est lors de nos journées d'échange entre propriétaires, privés, publics, peu importe, que c'est là qu'on montre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et surtout ce qu'on apprend, et ça, c'est pas une formation, c'est ce qu'on apprend sur le terrain, puisque le propriétaire, il se dit, je vais gérer un patrimoine, je l'ai reçu, je vais le gérer. Et on a parlé du mot gestion juste dans les deux exposés avant. Bien non, c'est partir surtout avec beaucoup d'humilité. On se rencontre, on est à un moment donné dans la temporalité, on va agir pour répondre à un maximum de services écosystémiques, puisque c'est le mot qui répond, un maximum de services, mais avec aussi beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, la nature, de fait, est très forte. Merci. Je vais rebondir un peu là-dessus aussi, parce que nous, par formation, information, quand vous débarquez en tant qu'élu dans un exécutif, vous n'avez pas, je vais dire, une vision globale. Donc c'est important, il y a des formations que les élus suivent au niveau de l'Union des villes et communes, mais ce qui est important aussi, c'est le contact avec les voisins, justement pour ces échanges-là. Donc ça se fait souvent en pluricommunalité, dans les GAL, dans les parcs naturels, parfois entre collègues dans un collège de police ou dans une réunion d'une maison du tourisme. Et c'est là qu'on apprend ce qui se fait chez les autres et qu'on se rencontre, parce que tout seul, on ne peut pas. C'est encore l'un ou l'autre élément que vous aviez envie d'appuyer. C'est le moment, hein. Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui vous tient à cœur dans cet enjeu de la forêt du futur. Je parlerai de cette temporalité. J'en ai touché mot. Nos anciens ont reçu une forêt, ou voire même une forêt rasée, parce qu'il y a eu des événements à leur époque. Et ils ont planté ce qui était disponible aussi. Donc, de fait, on a 3 grandes essences bien représentées, mais c'était ce qui était disponible, ce qui était demandé. Et l'humilité, c'est aussi recevoir, accepter de ce que l'on reçoit. Et c'est peut-être pas ce que l'on a comme vision de la forêt idéale, mais c'est en tout cas, c'est ce que je reçois des générations et de nos anciens. Et nos anciens ont vraiment investi dans les forêts. Et on peut vraiment les remercier, que ce soit en forêt publique, que ce soit en forêt privée. On reçoit quelque chose, on le met à la société, que ce soit par des coupes de bois, que ce soit par des promenades, que ce soit par simplement un beau paysage. On fait ce qu'on peut par rapport aux impacts du changement climatique, des tempêtes. Ça fait 70 ans qu'on n'a plus de guerre, donc on est tranquille à ce niveau-là. Mais on est dans une temporalité tellement longue que les propriétaires ont toujours en tête ce que les anciens ont donné et ce que nous, on va pouvoir transmettre avec beaucoup d'humilité aux générations futures.
Ça, c'est clair. Petit mot de conclusion, tout à fait d'accord avec Maxime, Philippe, mais oui. un petit message. Je pense que les gens, surtout le grand public qui est sur le terrain, ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des forêts pareilles. Et il faudrait les respecter un peu plus. Tout simplement, quand on voit le nombre de déchets parfois ou des petites infractions, les gens ne se rendent pas compte. Mais quitter les chemins ou des choses pareilles n'importe quand, c'est parfois dommage. Voilà. Mais écoutez, c'est une excellente transition avec le sujet qui arrive, vu qu'on va parler justement de la forêt de son public. Je vous remercie tous les deux pour vos interventions, pour votre présence. Et voilà, j'espère que les propriétaires seront au rendez-vous durant toute cette concertation qui aura lieu dans les prochains mois pour construire un programme forestier fort qui puisse répondre à vos attentes à chacun et nous permettre d'envisager de beaux projets futurs en forêt pour tous les propriétaires, quels qu'ils soient. Donc merci vraiment et bon retour à vous. On sera là. Hein. On est disponible, on attend l'invitation.